S'éloigner des stéréotypes sur les migrations, mieux les comprendre, c'est tout cela que peut apporter l'archéologie des migrations, car les migrations ne sont pas le propre de notre époque, et c'est ce qui est décrit dans ce livre, Archéologie des migrations, publié aux éditions de la Découverte, sous votre direction, Dominique Garcia et Hervé Lebras. Merci à vous d'être avec nous. Alors, Dominique Garcia, vous êtes archéologue, historien, président de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, et vous, Hervé Lebras, eh bien, vous êtes démographe, historien et directeur d'études à l'EHESS. Alors d'abord, pourquoi publier ce livre? Est-ce que c'était pour tordre le cou aux idées reçues sur les migrations, Dominique Garcia? Peut-être pas leur tordre le cou, mais les replacer dans le temps long pour essayer d'avoir un regard objectivé sur un élément sociétal important. Et c'est le rôle de ces colloques organisés par l'INRAP chaque année, de replacer un objet, une question sociétale dans le temps long. Justement, on a oublié que ces migrations n'étaient pas le fait de notre époque, comme je le disais, mais qu'elles s'inscrivaient dans ce temps long. Alors ce que l'on présente, c'est que c'est même le propre de l'homme, et que si l'homme aujourd'hui est présent sur tous les continents, c'est bien parce que justement, dans sa nature, il y a la curiosité et la volonté de se déplacer, avec des natures différentes de migration d'ailleurs. C'était votre souhait donc de montrer que les hommes ont toujours migré, Hervé Lebras? Oui, c'est à la fois ils ont toujours migré, mais surtout ils ont migré avec des caractéristiques et sous des formes extrêmement différentes. C'était donc pour casser cet autre type de stéréotype qui voit dans le migrant un pauvre hère chassé de son pays et qui va envahir. Et là, on voit au contraire qu'au cours de l'histoire, et même bien avant, de la préhistoire, on a une énorme variété de migrations, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc c'est de cette manière-là, je pense qu'on peut lutter contre les stéréotypes. Il y a cet autre aspect qu'a souligné aussi Dominique, qui est au fond, de refaire une histoire de l'humanité un petit peu différente à la lueur de découvertes. Vous en avez lu plusieurs dans ce livre, remarquables sur le patrimoine génétique, sur l'apparition de nouvelles formes anciennes d'hominidés ou même d'humains, et donc de montrer que ce qui a été au fond dans la caractéristique de l'histoire humaine dès ses débuts, c'est non seulement la migration, mais aussi la mixité aussi. Et ça, c'est très important dans l'époque actuelle où on a tendance à enfermer les personnes dans une population précise, une ethnie précise, une culture précise. C'est ça que vous vouliez montrer aussi, que le migrant apportait quelque chose à la culture, au territoire dans lequel il arrivait? Oui, il apporte toujours quelque chose, mais aussi le migrant a une autre caractéristique, c'est que y compris dans les formes les plus anciennes qui sont répertoriées dans le livre, le migrant s'adapte aussi. Et donc, ça pose un autre problème moderne, celui de l'intégration. Et on voit que l'intégration a été relativement rapide aux périodes les plus anciennes de l'histoire, autant qu'on puisse en juger par les recherches archéologiques. Les peuples ne sont pas des entités stables de l'humanité, ce sont des constructions, et elles se sont construites avec l'apport de nouvelles populations et dans les échanges entre ces nouvelles populations. Mais la construction justement de ces identités territoriales, avant qu'on parle d'identité nationale, est-ce qu'elles se sont construites à partir de la sédentarisation ? C'est le phénomène sans doute le plus important, parce que la sédentarisation, c'est le changement de pratiques culturelles, notamment avec des populations qui deviennent producteurs, paysans, agriculteurs, éleveurs, et donc ils vont se figer sur les territoires. Donc ils vont s'approprier un espace, ils vont en limiter l'espace qu'ils vont mettre en valeur, ils vont défendre aussi cet espace-là, et donc du coup ils vont percevoir les nouvelles populations migrantes comme étant éventuellement des ennemis, des invasions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'un animal qui était un migrant depuis l'origine, l'homme, quand il va se sédentariser, il va percevoir en fin de compte l'autre, éventuellement, comme un élément d'agression. C'est ce que vous décrivez aussi dans votre introduction, cette notion de barbare en fait qui se met en place, le barbare qui vient perturber l'ordre établi. Et en archéologie, vous le dites, durant toute la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, cette notion de barbare perdure. Elle a changé très tardivement en fait. Oui, elle perdure, mais c'est aussi dit dans plusieurs des chapitres.
elle est assez liée au fond à l'apparition des nations, c'est-à-dire à l'idée qu'au fond il y a les traités de Westphalie. Hein. Exactement, ouais. L'idée qu'il y a des totalité homogène et aussi à l'idée de frontière. L'idée de frontière, on le montre à plusieurs endroits, est une idée récente. Les territoires étaient beaucoup plus connus à travers les routes principales, à travers les disponibilités sur ce territoire, par exemple des oasis, des points d'eau, des ressources. Et on a plaqué très souvent sur le passé des migrations leur état moderne et leur conception moderne. Vous parliez de barbares, mais quand on entre dans l'Empire romain, c'est un mot qui n'a pas énormément de sens. Il a un peu de sens chez les Grecs et encore, mais chez les Romains, vous avez toute une graduation. Il y a des barbares qui sont le bienvenu. Il y a un grand nombre d'empereurs romains qui pourraient être qualifiés de barbares parce que ils sont originaires de Syrie ou même d'Afrique du Nord. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu cette très grande diversité des migrations et qui répond à des objectifs compliqués. Vous savez, sous l'Empire romain, il y avait des soldats, des militaires, des vétérans, des mercenaires, et puis il y avait des esclaves. On oublie qu'il y a des migrations forcées qui ont été très importantes. Traite, hein. Exactement, mais il y avait aussi des déplacements de population qui étaient importants. Parfois, les Romains déplaçaient des populations entières pour les protéger de ces barbares, c'est-à-dire de déplacer des barbares menacés par des plus barbares qu'eux, si vous voulez. Allez-y. Sur la notion de barbare, un élément intéressant aussi, c'est que l'archéologie permet de poser la même grille d'analyse sur les différentes populations. C'est-à-dire ? Mettons, quand on parle des Grecs, on parle d'hellénisation. Donc, en fin de compte, c'est des formes de migration. Pour les Romains, on parle de romanisation, on parle rarement d'invasion. Quand les archéologues aujourd'hui posent la même grille d'analyse, ils s'aperçoivent que c'est le même phénomène. Ce sont des populations qui se sont déplacées et qui ont forgé des cultures, la culture grecque, la culture romaine dont nous sommes les héritiers. Et donc, en fin de compte, il n'y a pas de migration positive ou négative. Il y a, en fin de compte, des déplacements de population et des identités qui se construisent en permanence. Ce que vous expliquez en clair, hein, c'est que nous sommes tous d'abord des migrants au départ et que, justement, l'histoire continue d'être toujours en mouvement et l'identité également. C'est ça, non ? C'est le défi de cette humanité. Le biotope de l'hominidé, des hommes, c'est l'Afrique subsaharienne. Et ensuite... C'est la première grande vague migratoire, en fait. Hein, peut-être pas grande vague migratoire. En tout cas, il y a un berceau de l'humanité, un biotope, qui est dans l'est de l'Afrique, dans la partie sud de l'Afrique. Oui. Et ensuite, effectivement, l'homme est sorti de son biotope. Il s'est adapté à de nouveaux milieux. Il en a géré un petit peu ces espaces-là pour s'y implanter. En allant vers l'Eurasie, hein, c'est ça ? Exactement. D'abord sur l'Eurasie et ensuite, effectivement, dans ce qu'on appelle la deuxième sortie d'Afrique, l'Homo sapiens, celui dont nous sommes les héritiers, aujourd'hui est présent sur l'ensemble des continents. Alors, vous expliquez aussi dans votre livre hein, que 4 facteurs ont poussé les hommes à migrer, sans doute dès leur apparition sur Terre. Vous en parliez hein, tout à l'heure. La croissance démographique, les changements climatiques, l'esprit d'aventure et la mobilité des classes supérieures. Est-ce que ce sont les mêmes facteurs aujourd'hui, Hervé Lebras ? Oui, on retrouve beaucoup de facteurs. Celui qui est peut-être paradoxalement le moins important actuellement, alors qu'on lui donne la priorité, c'est le facteur démographique pur, parce qu'il y a énormément de médiation. En revanche, les 2 derniers facteurs sont en train de devenir de plus en plus importants, et pour une raison simple qui est d'ailleurs déjà parfois présente dans l'Antiquité, c'est que quand vous êtes une personne éduquée, cultivée, vous pouvez vous déplacer avec votre éducation et votre culture, avec votre compétence. Et donc, actuellement, ce qui se passe dans les pays, je dirais, les plus développés dans le monde, c'est une poussée très forte de migration de personnes tout à fait éduquées et compétentes. Si vous prenez la France, actuellement, je crois que je donne le chiffre dans l'introduction, actuellement, vous avez 260 000 étrangers qui arrivent en France chaque année, 70 000 qui repartent, mais vous avez 200 000 Français qui quittent la France. Et ils quittent la France pour s'installer. Ouais. Oui, parce que désormais, on est dans une mondialisation des flux humains et ceux qui... Alors,
on parle de remplacement. Ben oui, c'est la théorie du grand remplacement. Non, le que grand vous évoquiez. remplacement, la théorie est très différente. Convoqué par l'extrême droite aussi. C'est de dire, oui, puis c'est surtout de dire, voilà, il y a une population homogène, si possible blanche avec des yeux bleus et des cheveux blonds, et puis il y a une population avec des peaux plus foncées qui va la remplacer. Et la théorie du grand remplacement, en ce sens-là, nie une évidence, surtout en France, c'est la mixité. Les unions mixtes sont maintenant devenues presque dominantes dans la société française. Est-ce qu'avec le réchauffement climatique, le XXIe siècle sera un siècle de grande migration, selon vous ? Alors, pour ce que l'on peut voir d'un point de vue de l'archéologie, et peut-être Hervé répondra pour la démographie, les éléments climatiques, en fin de compte, on peut pousser sur des migrations en longue distance. Effectivement, il y a des événements, malheureusement on en connaît, qui poussent des populations à se déplacer de quelques kilomètres, de quelques dizaines de kilomètres, mais guère plus. Ensuite, il y a une force qui fait soit revenir les populations, soit s'implanter sur des terrains relativement proches. Pour des paysans, pour des agriculteurs, pour des cultivateurs, il y a rarement, en fin de compte, la négation d'un espace pour aller très loin. Merci Hervé Lebras, merci Dominique Garcia d'avoir été avec nous. Votre livre Archéologie des migrations est publié aux éditions La Découverte. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci.